bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Floch, qui est mon frère, mais aussi et surtout le fondateur de Topo Vidéo, une agence de vidéo explicative. Si vous ne connaissez pas ce que fait Topo Vidéo, je vous invite dès à présent à aller sur leur site internet. Avec Arthur, on a surtout parlé de business, il nous a donné quelques tips pour bien développer son entreprise, pour communiquer, et il nous a parlé du développement de sa boîte Topo Vidéo du coup. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ce podcast. Ciao! Salut Arthur, comment ça va ? Salut Paul, ça va très bien. Ouais, ça me fait ultra plaisir de t'avoir. Moi, je voulais t'avoir dès le début parce que j'ai eu un moment où je t'ai appelé, j'avais paniqué parce que j'avais aucun invité, j'avais des gens qui voulaient pas participer. Et toi, tu m'as dit ouais, non, pas tout de suite. Donc tu m'as mis un refus quand même. Oui, c'était le début de ton projet de podcast et aujourd'hui, il a bien grandi. Je t'avais dit, quand tu seras à 10, je veux pas être justement pistonné pour être dans les premiers. Donc, je t'avais dit, quand tu seras à 10, ok, je veux bien faire ce podcast avec toi. Ouais, cool, merci d'être là en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, donc toi, tu me connais bien. Mais pour les autres, c'est très simple. Moi, je suis Arthur Floch, donc ton frère. Et j'ai fondé Topo Vidéo, qui est une agence de vidéo explicative il y a maintenant 9-8 ans. C'était en 2014. Et donc, pour la petite histoire, donc, on est normands tous les deux. Et j'ai fait des études d'école de commerce. Après, j'ai un peu vadrouillé. J'ai eu des expériences dans des petites boîtes, agences de com. Je suis parti dans des grosses boîtes en Irlande, plutôt dans la tech. Et j'ai fait aussi des petits trips, j'allais dire, à l'étranger, en Australie, dans un van, sans rien, à faire des petits boulots, ce qu'on appelle les PVT, les Working Holiday Visa. Et quand je suis rentré en France, c'est vrai que j'avais 24-25 ans. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me souviens que ma mère m'avait dit, Arthur, t'as rien, tu possèdes rien, pas d'enfant, pas de femme, pas de logement, rien à payer pour rembourser, j'allais dire quelque chose. Donc vas-y, lance-toi. Et c'est sur ce constat, sur cette recommandation de la famille que je me suis dit, allez go, je vais lancer Topo Vidéo en 2014. Ah ouais ? Très bien. C'est une belle histoire. Du coup, comment tu as pris l'envie aussi de faire Topo Vidéo et comment tu as prospecté ? Parce que toi, tu viens de boîte de com. Pourquoi avoir choisi une boîte qui fait du motion design en soi ? Ouais. Alors, l'histoire de Topo Vidéo, moi, c'est plus le côté, j'allais dire, entrepreneur, lancer une boîte qui m'a motivé à lancer une agence. En gros, quand j'étais à l'étranger, je suis resté un peu à l'étranger avant de lancer la boîte, donc m'isoler parce que je savais que si je rentrais en France, j'allais retrouver mes potes et ça allait être tough, quoi. Ça allait être la fête et que ça allait être foutu pour être concentré, pour rentrer dans le monde de l'entrepreneur. Donc en gros, j'ai passé pas mal de temps à lire des bouquins de business. J'ai dû en faire une centaine peut-être sur comment lancer une boîte, tout ce qui était marketing, tout ce qui était finance, tout ce qui était stratégie de boîte. Et vraiment, je me suis focalisé sur tout ce savoir en me disant, OK, je vais analyser qu'est-ce que je peux lancer en France. Alors pour ça, j'allais dire, la première étape quand j'ai lancé Topo Vidéo, c'était surtout de se dire, OK, sur quel marché je vais dessus. Alors, il y avait plein de marchés possibles. À l'époque, c'était 2014, il y avait vraiment un boom sur les startups. Et le marché que je connaissais pas mal ou qui me donnait envie, en tout cas à l'époque, c'était tout ce qui était formation. Donc, il y avait l'époque des MOOC, du e-learning. Donc, moi, j'étais à fond dessus. Et dans l'objectif que j'avais quand j'ai lancé Topo Vidéo, c'était de faire un peu une boîte de formation qui créait des vidéos de formation. Ok. Seulement, en observant un peu ce qui se passait aux États-Unis et en observant les différentes expériences que j'avais, j'allais dire, dans tout ce qui était high-tech, produits innovants, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de difficultés à expliquer toutes les innovations. Okay. J'ai regardé aux États-Unis toutes les boîtes qui étaient sur Kickstarter et les autres, j'allais dire, sites de crowdfunding. Elles avaient des petites vidéos très simple, en gros, où en 1 minute 30, ils expliquaient ce qu'ils faisaient. C'était un peu le début des vidéos explicatives en motion, quoi, vraiment. Exactement. Et j'allais dire, une des premières vidéos explicatives qui existent, on pourra mettre le lien dans les commentaires, mais c'est la vidéo de Dropbox où ils expliquent, je crois que c'était en 2007, ce que c'est le cloud computing et comment on va stocker des dossiers en ligne. C'est ça un peu qui t'a inspiré aussi ? T'as vu ça m'a inspiré, mais
En tout cas, ça vient des États-Unis, Ouais. cette façon d'expliquer, enfin, parce que les vidéos explicatives, là-bas, c'est vraiment le storytelling. Donc, quand j'étais à l'étranger, je me suis dit, ah oui, mais en fait, tout ce qui est vidéo, expliqué simplement grâce à de l'animation, parce qu'on ne veut pas toujours passer devant une caméra, Oui. mais en fait, ça pourrait être une des clés, un des business à lancer en France. Et en ayant, j'allais dire, différentes expériences après dans le passé, dans la vidéo, ou même nous, entre frères, on faisait pas mal de vidéos aussi. Ouais. C'est vrai que j'ai été plus sur ce côté en me disant, OK, je lance une boîte dans la vidéo, et après, il va falloir que je trouve mon positionnement. Donc, la première étape, c'était de lancer la boîte Topo Vidéo. Et donc, en fait, le nom, il était assez simple à trouver. Ouais. Topo, c'est faire topo, quoi. un topo, voilà, faire le résumé. Et le vidéo, c'est le format. Ok. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai proposé tous les styles de vidéos. Donc, je faisais du motion design, de l'animation, je proposais de l'animation 3D, du film. Vraiment, ça allait dans tous les sens. Ouais. Et donc, moi, j'étais tout seul. En soi, j'avais pas vraiment de technique, de connaissances hyper techniques, même si je connais bien la vidéo et comment on produit une vidéo. Et lorsque j'ai commencé, en fait, j'ai vu qu'il y avait un format que je proposais, c'était ce qu'on appelle le whiteboard animation j'allais dire en 2014, c'était assez la mode, on voyait beaucoup de youtubeurs faire des Draw My Life. Ouais. Et en fait, sur les 6 premiers mois où j'ai lancé la boîte, on m'a commandé essentiellement, j'allais dire à 80% des vidéos de ce type-là. Ok. Toute ma marque, en fait, je l'ai changée à ce moment-là et j'ai dit, OK, en fait, Topo Vidéo, c'est l'expert de la vidéo dessinée. Ouais. Et donc là, en gros, j'allais dire, c'est la deuxième phase un peu d'une start-up. La première, j'allais dire, d'une boîte, c'est de trouver son marché, son positionnement. La deuxième, c'est une fois qu'on l'a trouvé, de rester dessus. Et là, en gros, nous, on a décidé d'être la référence dans la vidéo explicative dessinée. Ouais. Donc, durant plusieurs années, on a travaillé à fond sur ce positionnement. Et après, il y a encore différentes phases qui est, j'allais dire, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, mais la deuxième phase, c'est une fois que tu as ton positionnement, tu le renforces et les clients, ils te voient comme référence sur ça. Ouais. Donc, c'est grâce à ce positionnement-là sur les 3 ou 4 premières années qu'on a peut-être eu 300, 350 clients. Okay. En ayant... Différents en ayant un seul positionnement qui est l'expert de la vidéo explicative. Et une fois qu'on a eu ce positionnement, on a ouvert. En fait, finalement, le début, j'avais une offre très large. Ouais. J'ai réduit parce que je me suis dit, en fait, on me commande que ça. Ça m'a permis d'obtenir beaucoup plus de clients. Et finalement, au bout de 4-5 ans, j'ai réouvert le panel d'offres qu'on avait pour refaire du motion design et du film. Ouais. La vidéo dessinée, la main, on la voit quand même beaucoup moins. Certains clients la veulent parce qu'il y a un concept derrière. C'est la touche, quoi. C'est réussi à faire. Exactement, c'était la touche qu'on avait. Et puis, il y a des concepts où ça colle bien la main qui dessine. Maintenant, c'est, j'allais dire, peut-être 20% de nos projets ou 10% de nos projets à peu près. Mais on est plus sur du motion design, du film ou de l'animation. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est... On élargit, une fois qu'on a une bonne base de clients, on élargit son offre. Et là, on peut travailler sur plusieurs services auprès des clients qu'on a. Ça, c'est assez intéressant pour avoir de la récurrence, on va dire, en termes de vente. Et l'étape où on est aujourd'hui et où je pense que ça va être les prochaines années, c'est continuer à innover. Donc, nous, on est une agence. Aujourd'hui, on est 10 personnes. Donc, on doit avoir un peu plus de 450, 500 clients. On a dû faire 1000, 1500 projets vidéo avec ces clients-là où il y a pas mal de récurrence. Maintenant, en gros, eux, ce qu'ils attendent, c'est de l'innovation. Donc, sur ça, il faut trouver comment innover, quelles sont les nouvelles tendances, comment est-ce qu'on peut satisfaire leurs besoins, quelles sont leurs problématiques. Et donc, ça, c'est le parcours, j'allais dire, de l'entrepreneur. Quand on arrive au stade 0, trouver son positionnement, le renforcer, élargir justement son offre pour avoir de la récurrence auprès de ses clients et continuer à innover. Voilà. Comme ça, tu as le schéma de la création d'une agence. Et en ce moment, du coup, c'est quoi les prochaines étapes ? C'est quoi l'innovation pour toi maintenant ? C'est TikTok ? C'est les formats verticaux ? C'est tout ça ? Alors, les innovations, il y a quelque chose qui est important, c'est que c'est vrai que quand j'ai créé Topo Vidéo, on était sur de la vidéo explicative en dessin. On a élargi pour être sur d'autres formats. Maintenant, Topo Vidéo, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai jamais de site internet. Je ne ferai jamais de stratégie de communication. On sera toujours dans le côté topo qui doit aider les clients à expliquer simplement un message, une information ou faire de la formation. Et le vidéo, c'est le style. Alors, sur les nouveaux formats, c'est vrai qu'il existe de plus en plus. Ce qu'on voit, c'est tout ce qui est vidéo snack content.
Donc ça va être des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant, on nous commandait une vidéo, on était en format 16:9 et c'était très bien. Et aujourd'hui, je pense que toi, tu le vois pareil quand tu as des projets. Ouais. On est obligé de développer, on se dit ok, on a fini le projet, mais en fait on l'a pas fini, il faut faire les sous-titres, il faut faire toutes les déclinaisons dans tous les formats différents si c'est lié à de la communication externe. Donc c'est devenu beaucoup plus complexe, mais en gros j'allais dire les innovations c'est regarder les tendances, essayer de proposer des nouvelles choses aux clients, les embarquer, et sur ça il faut vraiment avoir la confiance des clients. Et ce qui est pas mal, j'allais dire au bout de 8-9 ans, c'est que les clients nous font confiance et donc on peut leur proposer des nouvelles choses, des nouvelles aventures ou des nouvelles pistes créatives, donc c'est assez sympa dessus. Oui, c'est ça, une fois que tu as réussi à passer peut-être 5 ans, voire maintenant 10 ans, c'est vrai que les clients te font plus confiance sur les choses que tu proposes, même si c'est quelque chose de nouveau. Ils savent que maintenant tu es devenu presque un expert dans la vidéo, quoi, dans ce que tu fais, et du coup si tu proposes, je sais pas, demain un truc full 3D en hologramme, je sais pas quoi, bon j'invente, les clients ils vont te faire ok, il va savoir qui aller chercher pour faire ça, etc., quoi. Exactement. Et sur ça, là aussi, j'allais dire un positionnement à avoir, c'est qu'on peut pas tout faire. Ouais. C'est-à-dire que nous, par exemple, la 3D, on a mis un trait dessus, de côté. Trop compliqué. Le motion design pour de la pub TV trop compliqué aussi pour nous à faire. On préfère dire, voilà, Topo Vidéo, c'est une agence qui produit des vidéos explicatives. L'objectif, c'est de faire comprendre votre message. Alors ouais, on peut faire des belles vidéos style Pixar ou autre, mais ça, c'est pas notre métier, c'est pas notre positionnement. Ouais. On pourrait faire des vidéos à 30, 100 000 euros, par exemple, mais c'est pas du tout notre positionnement. Et donc, une fois qu'on connaît son positionnement, on sait qu'il y a des dossiers sur lesquels on va y répondre. Ouais. Et on se dit, ok, c'est pour nous dessus. Donc, c'est important de savoir qui on est comme agence, ce qu'on veut faire pour avoir une identité forte et se dire, ok, je réponds à ça. Et c'est vrai qu'il y a des dossiers, je me dis, ah ouais, c'est super intéressant. Mais en fait, je vais perdre du temps à essayer de redévelopper quelque chose, des process et tout, pour essayer d'y répondre. Donc moi, j'allais dire, si j'ai un conseil à donner, c'est il faut trouver son identité, ce qu'on aime faire et son positionnement pour être le meilleur dans ce positionnement-là vis-à-vis des clients. Donc le mot-clé, positionnement. Positionnement, exactement. Et voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus simple tous les jours. On se pose moins de questions, on accepte moins de projets et on les connaît tous, des projets qui peuvent avoir 10 ou 15 allers-retours. Mais une fois qu'on maîtrise vraiment ce qu'on fait, c'est sympa de se dire, ok, le client, il est en confiance et il travaille souvent avec nous. Ok. Ouais. Est-ce que ça te dit, avant de passer aux autres questions, de passer à autre chose ? C'est un truc que tu connais un petit peu, c'est le double expresso. Le double expresso, c'est un format un peu comme... je te pose deux questions. En fait, tu as 2 choix de réponse et tu me dis celle que tu préfères. Ok, ça marche. Bon, c'est parti pour le double expresso alors. T'es plutôt thé ou café ? Café. Café, Mac même s'il faudrait que je prenne du thé, puisque voilà, trop de café, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus, pour la santé, faut faire attention. Mac ou PC ? Mac. Mac à fond ? Ouais. Solo ou en équipe ? En équipe, j'allais dire, en travaillant dans une agence, et vu que je ne suis pas la personne la plus technique, et c'est indispensable pour moi d'être en équipe. Penser ou agir ? Avant, j'étais beaucoup à agir sur les 5 prochaines années, 5 premières années de Topo Vidéo. Ouais. Maintenant, c'est vrai que je suis plus en train de penser, puisqu'on a quand même il y a 10 personnes chez Topo, donc il faut réfléchir vraiment dans chaque stratégie qu'on fait. Donc ça te permet aussi de penser un peu plus à ce que tu vas faire, quoi. Exactement. LinkedIn ou TikTok ? TikTok. Mes collaborateurs savent et ils savent que ce n'est pas pour moi. Je vais être plutôt LinkedIn. LinkedIn. Vidéo avec ou sans sous-titres ? Vidéo avec sous-titres. Avec sous-titres, bien sûr. Du coup, on va sous-titrer, c'est 1 heure de vidéo. Exactement, je te laisserai faire. Pré-prod ou post-prod ? Moi je vais être plus pré-prod, c'est-à-dire si on s'organise bien, et après les choses sont plus simples. Normalement t'as pas à mettre les mains dans le cambouis. Exactement. T'es intervenu avant. Motion ou vidéo filmée ? Motion design, on en a discuté, j'allais dire ce midi, où c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en termes de création, d'organisation, même d'aller-retour. Donc moi je suis plus à l'aise, et en plus tu peux travailler d'où tu veux. Si t'es dans un format, un poste freelance, c'est assez sympa. Ouais, c'est clair. Topo ou vidéo ? J'allais dire que c'est le topo la clé chez moi, puisque le vidéo pour moi c'est un format. Alors je dis pas que demain je lancerai topo image ou topo podcast, ça je te le laisserai. Topo podcast. Exactement. Mais je vais être plutôt sur le topo, c'est l'art d'expliquer les choses simplement. Ok. Et Mbappé ou CR7 ?
Mbappé, il est passé au-dessus, même s'il y a quelques années, c'était CR7. Ouais, même Mbappé, avec ce qu'il fait maintenant, il est toujours au-dessus. Oui, toujours. Mais ils ont tous les deux le 7 en commun, donc c'est bon. Ok, mais c'est bon, on a fini avec le double expresso, pardon. Du coup, ça fait bientôt 10 ans que tu as commencé Topo Vidéo. Tu nous as un peu dit tes secrets, mais quels ont été vraiment les points forts qui ont aidé ton développement à Topo Vidéo? Alors les points forts, c'est vrai que quand j'ai lancé ma boîte, je suis arrivé, c'était assez marrant parce que j'étais à l'étranger, j'avais déjà paramétré tout mon site internet. Moi, j'étais assez fort en référencement naturel. Dans les boîtes de com où j'étais. Et en gros, je me suis dit, je vais lancer mon site internet. Ça va faire comme avant. C'est-à-dire que je lance le site et là, je vais avoir des demandes en 30 directement. J'aurai plus qu'à répondre et dire oui, bonjour, je vous envoie un devis. Ok, c'est signé. Et puis, c'est lancé, quoi. Et ça s'est vraiment passé comme ça? Non, ça s'est pas passé comme ça. La vérité sur ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé mon site internet. Je revenais d'Australie où c'était à la cool. Et quand je l'ai lancé, il s'est vraiment rien passé, quoi. Il s'est vraiment rien passé. C'est que j'ai attendu la première journée, j'ai dû faire la première semaine. Je venais vers 9h, 9h30 au boulot. Vers 16h, j'attendais les coups de fil. Et non, vraiment, il n'y avait aucune demande entrante. Donc, au fur et à mesure, moi, quand j'ai lancé ma boîte, j'étais dans une pépinière. On est en Normandie, à Rouen, dans le bâtiment, là, dans nos locaux, à Seine-Lyopolis. Et ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait d'autres boîtes qui étaient comme moi. Et il y avait un encadrement de la part de la métropole de Rouen. Donc, je souligne et je les remercie. Qui, justement, donnait des petites formations sur comment créer sa boîte, comment créer son réseau, comment faire de la prospection, tout ça. Même si on l'apprend en école de commerce, c'est vrai que quand on lance sa boîte, faut un peu tout revoir. Et je revenais d'un an un peu chill, quoi. Loisir, voilà, où je faisais d'autres métiers mais qui n'avaient rien à voir avec ce métier là. Donc du coup quand j'ai lancé ma boîte, après j'ai été aussi voir tous les organismes qui peuvent aider les entreprises. Donc il y a la CCI, il y a aussi des associations qui peuvent être, là je vais le citer, le réseau Entreprendre. Mais en gros, aller voir tous les réseaux. Je pense que j'ai fait pas mal, pas tous, mais j'ai fait beaucoup de réseaux, j'ai passé beaucoup de temps à serrer des mains au début, donc c'est un job, j'allais dire un job à temps complet de se faire un réseau dans une ville où on vient pas de Rouen à la base. Et au fur et à mesure, en fait, sur les 6 premiers mois, mes clients, c'était des gens que j'avais rencontrés réellement, soit à travers des réunions, soit à la machine à café du bâtiment, ou soit parce que c'était mes voisins, et on était tous là à se soutenir, à se dire tiens, je vais te faire travailler. Donc ils étaient un peu plus en avance que moi, et c'était assez cool. C'est comme ça que j'ai fait mes premières armes, en tout cas dans la vidéo. Et est-ce que tu penses aussi que la pépinière, ça t'a aidé sur ce point-là aussi? Ouais, vraiment à fond. Alors sur les pépinières, j'en ai fait 2. J'ai fait celle de Saninopolis, donc à Rouen. Après, j'ai déménagé sur Paris, toujours en ayant Topo Vidéo, à Rouen et à Paris. Et là, j'étais dans une pépinière, c'était la pépinière 27, c'est rue du Chemin Vert. Et c'est vrai que les pépinières, d'un coup, on a accès à un réseau qui est assez large. Et après, il faut être d'une mentalité à se dire, ok, je vais parler aux autres, je crée de l'interaction avec les différentes personnes, et c'est là qu'on se crée des connaissances. Donc, si on doit reprendre le début d'une aventure, c'est vrai que c'est pas en lançant un site internet que ça a marché ça a marché. Par contre, la stratégie doit continuer comme ça, c'est qu'une fois qu'on a nos premières réalisations, en gros, il faut savoir les mettre en valeur, savoir discuter dessus, savoir les montrer, et puis continuer de communiquer, j'allais dire, en permanence. Donc ça devient un vrai job, et c'est vrai que chez Topo Vidéo, nous on a des personnes qui sont dédiées à la communication de Topo Vidéo. C'est quelque chose que j'ai jamais, mis de côté, parce qu'en fait cette communication, même si le premier jour où j'ai lancé Topo Vidéo, il n'y avait pas eu de demande, aujourd'hui il y a une majorité des clients qui viennent grâce au site internet. Il y a bien sûr beaucoup de recommandations qui viennent de clients qui nous recommandent à travailler avec nous. Le bouche à oreille, quoi. Exactement. Et le site internet, c'est quand même une grosse valeur. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'un site internet bien optimisé, où on sait mettre en avant ses réalisations, ça permet de toucher toute la France. Ou si on est plus international, si on a envie de travailler avec des boîtes à l'étranger qui nous motivent, c'est vrai qu'on peut toucher n'importe qui grâce à ça. Mais après, le site internet, même maintenant, tu as les réseaux sociaux. De plus en plus, tu as LinkedIn, même Instagram. Parfois, il y en a qui se mettent sur TikTok, certaines boîtes. Et oui, ça fait...
ça fait un peu plus d'influence, entre guillemets. Tu arrives à toucher un peu plus de personnes et c'est ça qui est aussi intéressant maintenant. Peut-être que toi, tu n'avais pas cet outil-là de... Peut-être que Facebook, toi, tu avais plus Facebook en 2014. Facebook, c'est vrai qu'on communiquait. Après, il y a une partie des réseaux sociaux, bien sûr, c'est pour la notoriété. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on est sur Facebook et on se dit on communique sur Facebook ou sur Instagram et qu'on voit ses followers, c'est parfois ses amis, sa famille qui va nous suivre et on se dit ah, ça sert à rien. Mais en fait, si on regarde à la fin le chiffre d'affaires qu'on fait, on se rend compte que c'est les amis ou la famille qui a recommandé notre travail à d'autres personnes. Et au final, on se dit, OK, ça ne sert pas à rien de communiquer, même si c'est un peu old school Facebook. En fait, en gros, moi, je me dis, il faut continuer. Même aujourd'hui, tu recommandes de communiquer sur Facebook ? Bien sûr. Franchement, en tout cas, que ça soit pour la marque employeur, puisque les personnes vont voir... C'est quoi une marque employeur ? Marque employeur, c'est le fait de développer la notoriété de ta marque pour le recrutement. C'est-à-dire que quand il y a un candidat qui se dit « Ok, je peux travailler entre deux agences, celle-ci ou celle-là », en gros, il va regarder peut-être les réseaux sociaux, le site internet, pour essayer de voir un peu pour savoir... Quelle est la plus cool, quoi. Quelle est la plus cool, où l'ambiance a l'air sympa, les réalisations. Donc, c'est vrai que quand tu vois quelque chose où les réseaux sociaux ne bougent pas, ça ne te motive pas trop. Si tu vois une équipe qui est sympa sur les réseaux sociaux, tu te dis allez, go dessus. Mais voilà, après, il y a aussi l'âge de nos clients. Oui, c'est ça. J'ai des clients jeunes, j'en ai d'autres un peu moins jeunes. Et sur les clients, en fait, j'en ai sur Facebook, il y en a qui sont sur Instagram, il y en a qui sont sur LinkedIn, il y en a qui sont nulle part. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre en place d'autres, systèmes de communication comme des newsletters. Il y a vraiment différents canaux pour toucher différentes personnes. Dans la stratégie, ce qu'il faut s'assurer, c'est que ton travail soit vu, surtout quand tu fais des belles réalisations. Et dans ce cas-là, il faut se dire, OK, où sont mes clients, les identifier et se dire, OK, comment je peux toucher le type de client que je souhaite. OK. Et pour revenir un peu sur la newsletter, moi, j'avais parlé un peu avec Océane PC. J'ai fait un podcast avec elle il n'y a pas longtemps. Elle a lancé une newsletter. Et en tant que freelance, est-ce qu'il y a vraiment en tant que freelance, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que moi, par exemple, je me fasse une newsletter ? Mais en tant qu'agence, est-ce qu'il y a vraiment un plus à faire à la newsletter ? Est-ce que à chaque fois, parfois, ça peut t'aider à réactiver des clients comme ça ou pas ? Ouais. Alors la newsletter, ce qui est sympa, c'est que ça permet de créer un contact permanent avec ses clients. Donc nous, on a utilisé différents outils. Là, aujourd'hui, on est sur Mailjet, je crois, en termes de newsletter. Ce qui est sympa avec une newsletter, c'est que tu peux avoir toutes les statistiques de qui ouvre ta newsletter, qui clique dans ta newsletter. Alors, c'est vrai qu'il y a une époque, quand j'étais dans l'ancienne boîte, dès que quelqu'un cliquait, j'appelais directement pour savoir « Ah, vous avez cliqué sur notre newsletter ». Ça, c'était une ancienne époque, mais c'est vrai que ça se faisait bien. Tu forçais un peu, quoi. Je forçais un peu. C'était, en termes de développement, c'était plutôt pas mal de savoir quels sont les sujets qui intéressent les personnes. Après, une newsletter, je trouve ça, que ce soit freelance ou agence, je trouve ça clé parce qu'en fait, OK, tu vas publier des choses sur les réseaux sociaux, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on va avoir différents canaux. T'es pas sûr que ton client qui travaille dans le domaine de la santé ou dans les banques, assurances, nous c'est certains de nos clients, mais soit sur les mêmes réseaux sociaux et surtout te suivent toi directement. En tout cas, te suivent une agence directement. Donc c'est pour ça que les newsletters, c'est quelque chose de clé. Et dans les statistiques, on le voit, les gens cliquent, reviennent, et des fois ils font même des replies sur des newsletters qu'on a envoyés, et ils font des transferts où ils font des répondre directement à, et tu vois que c'est une newsletter qui date d'il y a 6 mois, et ils disent au fait j'ai adoré cette newsletter, j'ai envie de faire le même format que tu as montré dans la newsletter, et du coup c'est là où tu te dis c'est hyper intéressant. Mais même pour les freelances, donc nous on travaille avec beaucoup de freelances, pour moi c'est vrai que si tu m'envoies jamais de nouvelles, je vais pas savoir les nouvelles choses que tu sais faire, tes compétences si elles ont évolué ou pas, et des fois je reçois des mails de freelance avec qui on a l'habitude de travailler, ils me les envoient, je les transfère à toute l'équipe, donc au chef de projet, et ensuite eux ils regardent, et même sur la partie commerciale, et ils le regardent et ils disent ok c'est top, il fait des trucs super bien, oui ça me dirait bien de le prendre pour un de mes projets, je pense à lui. Donc ça permet de faire en sorte que les personnes continuellement tout au long de l'année en tête. Peut-être qu'en free, tu as moins de projets qui sortent que quand tu es en agence. Du coup, c'est peut-être pas... Toi, tu en fais peut-être une fois par mois de newsletter. Exactement. Peut-être qu'un freelance, ça va peut-être juste être tous les 6 mois. Et puis, exactement.
tous les trimestres, tous les 6 mois. Pensez j'allais dire les moments les plus importants, c'est surtout fin d'année. N'hésitez pas à envoyer des joyeuses fêtes aux personnes. Et début d'année, faites toujours un petit mail de bonne année avec toutes vos réalisations. Ça fait plaisir. Mais aussi, j'allais dire en juin, même si voilà, on se dit en juin, tu ne fêtes pas le milieu d'année, quoi. Tu ne dis pas joyeuse mi-année. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, OK, je renvoie un petit mail de rappel. Il y a la rentrée qui arrive. Je montre que je suis là. Et aussi, le côté important, j'allais dire quand on est free, puisque nous, on le voit en termes d'agence, c'est que l'été, c'est compliqué des fois de gérer toutes les productions et on a besoin de free qui sont disponibles. Donc si jamais il y a des free qui sont dispo et qui disent moi cette année je vais plutôt partir en septembre, bon, c'est top, on est trop content de recevoir un petit mail pour dire regardez mes dernières réalisations et je suis dispo cet été, et là on se dit yes. Nice, ok, je vois. Et d'ailleurs, je voulais le rappeler pour ceux qui nous regardent, Motion Café a aussi sa newsletter. Donc si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Tu t'es abonné toi à la newsletter de Motion Café? Je vais m'abonner dès demain. Ok. Voilà. Tu peux le faire juste après pour ton portable. Exactement. Non, et du coup, là, pour ton développement, on était au site internet, à la pépinière. Est-ce qu'il y a eu des trucs après qui t'ont permis de développer encore plus ou pas? Sur les. Après le serrage de main, tout ça. Après le serrage de main, après les. J'allais dire, le plus important, c'est de faire du bon travail. Une fois que tu fais du bon travail, souvent, tu as de la récurrence de la part de ton client, mais tu as aussi des recommandations. Ok. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au bout de 10 ans, en fait, surtout si tu travailles avec des agences de com à Paris ou j'allais dire des clients dans la santé, en fait, les gens changent de boîte au fur et à mesure, ce qui est normal dessus, mais ils changent de boîte, mais ils gardent leur prestat, et donc tu vas dans des nouvelles boîtes. C'est vrai qu'au début, quand je recevais un mail de quelqu'un qui me disait « Bonjour, je quitte mes fonctions, c'est XXX qui va me remplacer », au début, je disais « Ah non, je m'entendais trop bien avec cette personne. » Et aujourd'hui, je suis plus en mode « Ah, c'est pas mal. C'est pas mal parce que j'ai une nouvelle personne, on va pouvoir refaire des nouveaux projets, un peu différents si ça se trouve avec ce client. Mais lui, il part dans une autre boîte et si ça se trouve, il va... Enfin, si le feeling s'est bien passé, normalement, c'est le cas à chaque fois. Mais en gros, ça va me faire un nouveau client dessus. Donc, j'allais dire ce côté recommandation, toujours faire du bon travail, être carré, livrer à temps, s'assurer que le client est content à la fin, le bouche à oreille se crée, la récurrence, c'est le plus important. J'allais dire, au bout de 400-500 clients, t'as quand même une quantité de clients suffisante pour te dire ok, je peux travailler très bien tous les ans dans une agence de 10 personnes, c'est plutôt sympa. En tant que freelance, ça dépend, j'allais dire, là il y a plus de liberté et du coup c'est ça qui est aussi sympa, mais on peut pas avoir autant de clients sauf si on ne dort pas ou si on double ses heures ou si jamais tu as le truc magique de Hermione qui te permet de remonter dans le temps. Mais voilà, en gros, il faut choisir ses clients, je pense, en tant que freelance et choisir les bons avec qui on s'entend bien. Oui, c'est ça. Après, c'est choisir ses clients, choisir ses projets. Parfois, tu as des projets peut-être qui vont pas très bien payer, mais qui vont te permettre d'aller autre part. Et justement, après, ça va t'apporter encore d'autres clients plus tard, quoi. Donc, il faut voir plus les projets aussi sur le long terme. Qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Mais ça, on a déjà échangé plusieurs fois ensemble. C'est vrai que quand tu t'es lancé, tu prenais beaucoup de choses. De projets, je pense que tu dormais pas beaucoup. Non. Et donc, c'est vrai qu'on s'était dit, il faut peut-être ralentir, en prendre moins, mais prendre des projets que tu aimes bien. Y a les projets que tu aimes bien et il y a les projets aussi qui payent bien et qui te permettent en tout cas de faire des choses où tu dis, c'est pour ça que je me suis lancé en tant que freelance. Mais surtout, le conseil, c'était ne pas trop en faire parce que voilà, il y a un moment, ça sert à rien de courir après l'argent et on fera rien avec tout ça. Non, c'est sûr, il faut savoir se reposer et prendre des vacances parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien de s'aérer la tête, quoi. Et est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça encore ou... Sur les phases de développement ou comment on s'est développé, j'allais dire les dernières choses, c'est toujours entretenir les personnes avec qui on est, j'allais dire son réseau en tant que client, mais aussi, j'allais dire la chose que j'ai pas citée, mais c'est surtout l'équipe en termes d'agence. Là, c'est pas le côté freelance, mais c'est surtout le côté équipe en termes d'agence qui fait la force. C'est vrai que chez nous, on a une équipe qui est assez soudée, qui se connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Donc, les process sont assez bien établis entre nous. L'équipe, elle a confiance, j'allais dire, dans tous les membres qui la composent. On a des partenariats avec des freelances, mais ça, c'est depuis le début. Et donc, en fait, tu regardes que si tu as les bonnes personnes, tu peux aller un peu dans n'importe quel style, besoin, test, j'allais dire, pour des clients. Et c'est ça, j'allais dire, une des clés
Là, on a parlé beaucoup, j'allais dire au début, du côté vente. Ouais. Mais une des clés, ça va être d'avoir une équipe bien organisée, confiante, qui te suit dans les développements et qui veut aller de l'avant parce que c'est une des clés de ton agence. Oui. Et les gens travaillent avec des gens parce qu'ils s'entendent bien. Personne n'a envie de travailler avec des gens chiants ou voilà, où c'est pas agréable de travailler. Donc en gros, le plus important, voilà, c'est C'est d'avoir la team, quoi. Ouais, il faut avoir la Magic Team. Le 11 de rêve. Exactement. On est 10, il nous en manque un. C'est ça. J'avais une question, c'était la topo méthode pour partir à la conquête de nouveaux clients, mais tu y as déjà répondu, je crois. J'y ai répondu exactement, voilà, récurrence dans ses clients, recommandations, développer son site internet, se faire voir en tout cas sur les différents réseaux sociaux, newsletters, et n'hésitez pas à communiquer. De toute manière, on a beau faire le plus beau travail du monde, si personne ne le voit, clairement ça sert à rien. Après c'est compliqué. Ouais. Exactement, ouais. Mais si vous savez justement mettre en avant votre travail, voilà, c'est tout autre. Je pense que mettre en avant notre travail, c'est encore plus important que de faire un beau travail, tu vois. Ouais. Parce que parfois, il y en a qui juste en mettant bien, je sais pas, par exemple sur Behance, tu vois, ils mettent bien leur page Behance et elle est trop belle, etc. Tu as des gens forcément qui vont venir les voir parce que ils décrivent leur méthode, comment ils ont fait, etc. Et je pense que ça peut donner confiance aux clients, enfin aux agences de travailler avec eux, justement. Ouais, mais peut-être que c'est une de tes autres questions sur ça, on verra tout à l'heure, mais voilà, sur comment sinon on reviendra dessus. Nous on travaille avec les flux. Est-ce que tu te fixes des objectifs pour bien développer ta boîte, tout ça, et comment tu les fixes en fonction des années en fait? Est-ce que parfois ça t'est déjà arrivé d'avoir un trop gros objectif ou un objectif trop petit? Là, je pense que tu es plus content. Mais est-ce qu'un trop gros objectif, comment tu fais pour gérer ça? Ouais. Alors, sur les objectifs, j'allais dire, ça va dépendre des personnes. Dans les agences, tu vas avoir deux types de personnes à la tête des agences. Ouais. Tu vas avoir les créas, qui vont avoir une boîte avec beaucoup de créatifs et qui vont se fixer peut-être des objectifs de projet, qui vont gérer leur entreprise pour avoir justement des belles productions. Ouais. Et tu vas avoir le côté plus, j'allais dire, gestion, business, management, si on veut, dans les organisations, où moi, je fais plus partie de ça. Je m'estime pas, j'ai pas fait des études de créa, donc je vais pas être là, ici, mais je vais être plutôt dans la gestion. Sur la gestion, pour fixer ses objectifs, c'est très simple. En gros, il suffit de faire un tableau Excel. Je pourrais le fournir si des personnes le veulent. Maintenant, il a un peu évolué. J'utilise des outils. Je pourrais les citer après. Mais en gros, un tableau Excel, la ligne très simple, revenus. Et ensuite, il faut mettre toutes les charges qu'on peut avoir dessus. Ça, tu le sais déjà un an en avance, les charges que tu peux avoir. Exactement, ouais. La première année, c'est vrai que c'est difficile de tout estimer quand on se lance. Ouais. Ça, moi, il m'a fallu peut-être 2-3 ans pour être bon dessus. Okay. J'ai commencé ma boîte, j'avais 24 ans, donc j'avais très peu d'expérience en termes de boîte. Je ne pouvais pas te dire que j'étais un pro en finance. Ouais. Mais au fur et à mesure, on voit ces bilans comptables et on sait que chaque année, j'ai ça comme charge. Mais mon loyer, Internet, si vous avez des moyens de déplacement, si le matériel, vous investissez X, dès que vous avez un nouvel employé, vous savez qu'il va falloir mettre X euros sur la table pour acheter le matos qu'il faut. Donc, c'est un tas de charges comme ça. Et puis après, on voit également, quand on vend un projet, on sait qu'il y a X pourcentage qui peuvent partir sur de l'externe, si on ne l'a pas en interne. Donc, tout ça, j'allais dire, c'est pas des calculs savants, c'est des calculs qui sont assez simples à faire. Il faut avoir au moins 2 ans, j'allais dire, de recul pour vraiment tout connaître, parce que il y a des charges, il y en a pas mal des charges, que ce soit à l'État où il faut payer pas mal d'impôts, mais aussi personnel, aussi sur les investissements qu'on peut faire. Mais en gros, si on se crée un bon tableau comme ça, tu sais combien tu as de salariés, c'est ça le plus important. Le but, c'est de payer ses salariés à la fin du mois et de ne pas être dans le rouge et de se payer aussi soi, ça c'est aussi important. Et en gros, ton calcul, c'est ton chiffre qui rentre et ton chiffre qui sort à la fin. L'objectif, c'est qu'au bout de 12 mois, ça soit positif. Donc, sur ça, tu te fais ton prévisionnel 1 an en avance et tu dis OK sur ça, sachant que quand tu vends un projet, ça va être pareil pour toi. Tu vends un projet, il va sortir 2, 3, 4 mois après. Ouais, c'est ça.
et si ton client te paye à 30 jours, 45 jours, donc du coup, tu vas pas toucher l'argent tout de suite au moment où tu l'as, sauf si le client est super sympa et ça... Ouais, ou parfois tu peux fonctionner avec des acomptes ou je sais pas. Exactement, voilà. Et donc, il faut réussir à se dire quand est-ce que l'argent rentre pour savoir vraiment si ton compte en banque... Parce que si la trésor, c'est une des clés, j'allais dire, dans la gestion d'une entreprise. Donc... l'objectif, c'est vraiment se dire, OK, combien est-ce que à la fin tu veux gagner toi et combien est-ce que tu veux mettre de côté pour ta boîte parce qu'il peut y avoir des années difficiles. 2020, même si c'est vrai que le format vidéo était assez recommandé et j'allais dire assez plébiscité au moment de 2020 parce qu'on ne pouvait pas se déplacer pour faire des réunions et donc pour tous ceux qui étaient dans le secteur de la vidéo, normalement ça a bien marché. Ouais. Il y a quand même eu surtout dans le motion, je pense, plutôt que dans le tournage. Exactement, ouais, exactement. Et donc, sur ça, il faut avoir de la trésor de côté pour payer tous les salariés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est ne pas se dire qu'à la fin de l'année, allez, hop, je prends tout. Il faut mettre de côté pour prévoir les autres années. Ouais, pour anticiper. Et donc, sur les objectifs qu'on se fixe, c'est OK, c'est est-ce que je veux faire de la croissance ? Est-ce que je veux agrandir ma boîte ? Est-ce que ma boîte, elle est suffisante aujourd'hui pour répondre aux besoins dont j'ai envie. Et après, c'est aussi de choisir son style de vie. Ouais. Tu peux être en permanence avec une envie de croissance. Tu te dis, OK, je veux faire une boîte de 10, 20, 30, 40 personnes dessus. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que tu te fixes des objectifs plus gros. Ouais. Ou si tu te dis, OK, moi, ça me va, la vie que j'ai ou mon rythme aujourd'hui me convient bien, et ben, dans ce cas-là, tu te fixes un objectif toujours un peu plus haut puisque les salaires peuvent évoluer. Ouais. Tu veux donner des primes aux gens. Mais voilà, tu vas faire un 10, 20% en plus, j'allais dire, par rapport à l'année d'avant. Ça, c'est sympa. Ouais. Mais il ne faut pas non plus viser trop haut puisque sinon, c'est pas réalisable. Ok. C'est ça ton secret. C'est ça, mon secret sur les objectifs. Ok. Et du coup, avec tout ça, tu me parlais de tes équipes. Parce que monter sa boîte, c'est pas être tout seul. Et comme tu l'as dit, avec le double expresso, tu es en équipe. En fait, comment tu gères tout ça ? Comment tu gères ton équipe ? Comment tu gères les gens ? Comment tu vas gérer les gens en interne, en externe, enfin tous ceux qui t'interagissent, les clients, etc. Ouais. Alors, sur Topo Vidéo, c'est assez simple sur l'organisation. Les premiers socles, en fait, ça va être tout ce qui est gestion client. Ouais. Donc, si tu veux, gestion commerciale. Quand quelqu'un appelle, qui il a, ou quand il envoie une demande de devis, qui il a. Donc, en gros, chez Topo, on va être deux dans cette partie-là. Okay. La partie gestion de projet, qui est là composée de chefs de projet. Donc, en fait, ces deux parties-là, elles sont totalement en communication. Ouais. C'est-à-dire que le commercial va vendre et le chef de projet va ensuite gérer. Ouais. Et le reste des personnes va être sur la partie production. Donc, créer les vidéos. On a aussi une partie communication, mais j'allais dire le schéma est peut-être plus simple si je... Est-ce que tu peux présenter vite fait ta boîte, comment elle est en termes de structure, avec les gens qu'il y a, etc. Ouais, c'est ça. Tu regardes vente, gestion de projet et création, production, donc où tu as des motion designers, des dessinateurs, monteurs. Donc, en gros, ça va être vraiment les trois parties de la boîte dessus. Et sur cette partie-là de production, on a aussi une grosse partie externalisée avec des freelances, puisque la production de vidéos, ça fait... En fait, en gros, ça change tout le temps. Ouais. Des hauts et des bas, ça va dépendre. Il y a des moments clés dans de la communication de boîte qui peuvent être début d'année, en septembre. Donc, il faut avoir les équipes qui grossissent très rapidement à ces moments-là. Ouais. Ok. Et du coup, toi, comment tu gères ton équipe ? Est-ce que toi, tu interviens à chaque fois, tu interviens partout ou maintenant tu lâches prise ? Ouais, non, j'allais dire aujourd'hui, je suis plus sur la partie commerciale. Ouais. Donc, j'ai mes clients avec qui je travaille. Okay. Mais j'ai une autre personne aussi qui est sur cette partie commerciale qui a ses clients. Ouais. Et en fait, on se répartit le portefeuille de clients de Topo Vidéo. Okay. Et ensuite, ça passe au chef de projet. Et sur cette partie, j'avoue que c'est là où j'ai gagné beaucoup de temps. C'est quand j'ai décidé d'arrêter de vendre et de gérer des projets à la fois. Puisque quand on est au début, on doit vendre, gérer des projets. Et en soi, en gros, tu vois plus le jour. Tu fais que bosser tout le temps, puisque la journée, tu vends et la nuit, tu produis. Ou tu gères ceux qui vont produire tes vidéos. Donc, en gros, le fait d'avoir, employé des gens pour gérer
les projets. Ça a tout changé à ma vie. Ouais. J'ai retrouvé un 9h, 18h, si on veut, normal dans une vie. Et ça a été une des clés. Et sur la gestion de projet, c'est vrai, ce qui est sympa dessus, et c'est ce que je conseillerais si j'ai des gens qui sont au profil vente comme moi, c'est de prendre des chefs de projet parce que ça permet vraiment de sous-traiter et de garder la qualité des projets. Le but, c'est que tes clients ils aient un travail de qualité à la fin. Donc ça, c'était pas mal. Et puis sur le côté, j'allais dire, agence, côté production, en gros, c'est vrai qu'il faut avoir une petite équipe dessus. Moi, en tout cas, mon envie, mon ambition, c'est pas de monter à 20, 30, 40 collaborateurs. Ouais. Le fait d'avoir une petite équipe, c'est s'il y a un moment un peu plus bas dans l'année, tu as une équipe suffisante pour y répondre. Et puis s'il y a un peu plus haut, dans ce cas-là, tu vas chercher des partenaires avec qui tu as l'habitude de travailler, qui veulent travailler à la mission en leur proposant des projets. Ok. Et en parlant de projet, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de A à Z quand tu reçois le brief, comment ça se passe et après comment tu livres ta vidéo, comment tu passes, je sais pas si est-ce que ça change beaucoup entre passer avec ton motion interne, est-ce que ton motion interne va faire quelque chose de différent qu'un motion externe ou des choses comme ça, je sais pas. Ouais, tout à fait. Alors tu as plein de questions. Il y a trop de questions, mais comment un projet en soi se passe de A à Z chez Topo? Tu me couperas. On te coupera. Du coup, si justement quelque chose n'est pas clair et que tu veux aller un peu plus loin dans ce que je te dis. Donc déjà, quand il y a un projet qui arrive, c'est demande entrante ou client qui a déjà eu l'habitude de travailler avec nous. Là, c'est le commercial qui va prendre en charge le projet. Son but, à lui, c'est d'analyser tout le brief du client. Okay. Au bout, j'allais dire, de 10 ans, tu connais quand même les briefs, tu sais quoi transmettre au chef de projet, tu sais si le client, c'est un peu trop vague ce qu'il t'explique, et t'évites d'envoyer, j'allais dire, si on veut, une bouse au client, enfin au chef de projet, en lui disant, tiens, gère ton projet, vas-y... j'ai vendu ça X milliers d'euros et après ils se démerdent. Non, en gros aujourd'hui c'est vrai que ce qui est pas mal sur la partie commerciale, dès qu'il y a une demande qui arrive, on le cadre, on connaît les informations, on a des modèles de brief ou par expérience on sait ce qu'il faut demander pour bien cadrer le projet. C'est ça que je voulais demander, est-ce que vous avez des modèles de brief? Enfin j'en vois plein qui montrent, moi je pose telle ou telle question, etc. Même ils envoient une fiche directement au client pour qu'il la remplisse. Alors sur ça, on a un modèle de brief qui est téléchargeable sur notre blog de Topo Vidéo. Je mettrai l'adresse en dessous. Il y aura le petit lien là en description. Exactement. Et donc on peut télécharger directement le brief. Alors même si on me l'envoie comme ça, en fait je passe toujours par un coup de fil ou une visio pour bien comprendre ce que le client il a en tête, parce que même si lui il sait, il a complété le brief, il y a le ressenti de ce qu'il veut, il peut pas s'être exprimé, j'allais dire parfaitement dans ce qu'il veut par rapport à ton organisation d'agence. Donc c'est hyper important de faire un échange, que ça soit 30 minutes, 1 heure sur son besoin, et de savoir vraiment c'est quoi lui ses attentes, tu vois, parce que le but c'est de répondre à ses attentes. Donc sur ça, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a le brief, entretien, on cadre à fond, envoi de proposition. L'envoi de proposition peut se faire différemment. Donc, on peut envoyer très simplement un devis, si tu sais que c'est un devis très simple. Envoyer, j'allais dire, une description mail en mode tout son projet, toujours bien récapituler son projet. Surtout après, si tu lui renvoies le résumé de l'entretien. Quoi. Exactement, exactement. Avec, pareil, là, on a des modèles. Quel est l'objectif du client? Qu'est-ce qu'il cible? Durée de la vidéo, style de la vidéo, les exemples, les références qu'il a envoyées. En fait, tout ça, il faut vraiment que ça soit carré et que ça soit validé avec le client. Puisque quand tu travailles à deux, entre le côté commercial et le côté gestion de projet, facilement un client peut te dire ah mais non mais j'avais vu avec ton commercial, il m'avait dit que c'est bon, que ça passait. Et en fait nous c'est une des règles, c'est de tout mettre à l'écrit. Si tu mets pas à l'écrit, ça se perd, t'es pas sûr d'avoir de traces, et quand on te redit 2 mois après ah mais oui j'avais vu avec le commercial, en fait t'es sûr que là t'as toutes les preuves. Et là dernièrement c'est vrai que ce qu'on teste de plus en plus c'est des propositions vidéo. Où quand on voit qu'il faut être un peu plus clair qu'à l'écrit, et en fait on enregistre screencast plus webcam sur nous, on enregistre et on explique pendant 30 minutes notre proposition, et le client il voit, il se projette ou pas dessus. C'est pour ça que des fois on perd des projets vidéo, et c'est pas grave d'en perdre, c'est que ça n'a pas collé au client. Ou si ça n'a pas collé parce que c'est le style, ça peut être le style qui n'a pas collé, ça peut être également, j'allais dire, ta proposition qui n'était pas assez bonne et qui avait quelqu'un en face de plus fort. Et dans ce cas-là... Ou de moins cher.
ou de moins cher aussi, c'est possible. Après, le prix, c'est rarement... Enfin, je m'arrête pas trop. Bien sûr qu'il y a des clients qui ont le prix en tête et dessus, mais c'est pas forcément le type de client, pour nous, agence, qu'on va rechercher, parce qu'une agence, tu as plus de frais qu'un freelance qui travaille, donc tu seras jamais compétitif en termes de prix. Donc... mais par contre, si tu es contre une autre agence et que tu perds, là, dans ce cas-là, il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu as perdu. Si les styles étaient un peu similaires, tu vois, si c'est un concurrent proche dessus. Et en gros, c'est de se dire, OK, tu refais un entretien, tu n'écris pas. Moi, j'ai déjà vu des gens que j'ai refusés en tant que fournisseur qui m'écrivaient ah bah c'est dommage. Tu vois, en mode, c'est dommage, vous manquez un beau prestataire, vous manquez un beau fournisseur. Ça, c'est la mauvaise façon de répondre à quelqu'un qui refuse de travailler avec toi. La bonne façon, c'est plutôt de dire, OK, est-ce qu'on peut échanger pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas été retenu ? Donc, sur ça, l'idée, c'est de toujours s'améliorer. Si tu tombes, tu cherches pourquoi tu es tombé et tu cherches comment est-ce que tu as amélioré. Apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, exactement. Voilà. Ok. Donc ça, c'était une de tes questions. Après, il y avait d'autres... Ouais, mais je sais pas si j'ai oublié ce que c'était. C'était est-ce que ton motion en interne, il a des missions différentes d'un motion en externe ou pas ? Ouais. Alors sur l'interne externe, en gros, on joue sur des organisations différentes. Mais je crois qu'on va y venir. C'est le fait qu'en interne, tu contrôles les plannings. Donc, tu peux savoir ce que tu mets. S'il y a un client qui arrive demain, et en plus, c'est un client, j'allais dire, fidèle, récurrent, qui dit « Arthur, il faut vraiment que tu m'aides sur ça. » Dans ce cas-là, on va chercher à orienter les plannings avec le chef de projet et l'équipe de production pour le mettre, le caler dans nos plannings de production et se dire « OK, c'est en interne qu'il faut que ça soit produit parce qu'il faudra être ultra réactif. » Ensuite, en externe, là, ça va dépendre de plein de choses. Quantité de projets ou que nous, on peut prendre en interne ou pas. On se laisse toujours un peu de marge libre en interne. Et dans ce cas-là, on va chercher en externe s'il y a un motion designer ou le style, un graphiste ou motion designer, mais le style peut correspondre au client. Il est disponible. Le budget aussi convient, même si je parlais du prix tout à l'heure, mais il y a ça aussi qui compte quand même dessus. Donc, tous ces aspects-là, et aussi s'il est rigoureux par rapport aux attentes de clients, ça c'est ultra important pour nous. Donc, j'allais dire, c'est un mix d'informations qu'il faut prendre en compte pour se dire, OK, je le fais passer en interne ou en externe. Donc, vraiment, chaque, j'allais dire, free avec qui on peut travailler a sa patte et on va se dire, OK, lui c'est le bon ou je vais plutôt choisir lui. Et donc, voilà. C'est bien, ça te permet d'avoir un bon réseau et de pouvoir répondre à plein de demandes différentes, au moins en même temps. Quoi. OK. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des auditeurs ? On peut passer aux questions des auditeurs. Oui, parce qu'en fait, juste avant de faire un Motion Meet, un podcast sur la page Instagram de Motion Meet, donc venez suivre Motion Meet sur Instagram, je pose une question pour savoir s'ils n'ont pas quelque chose à demander à l'invité. Aujourd'hui, c'était toi. J'avais orienté un peu le truc en disant qu'on allait parler un peu business avec toi. Du coup, j'ai Henri qui t'a demandé, quels sont les outils que tu utilises, toi, premièrement pour la gestion de projet, par exemple ? Ouais. Ok, salut Henri. Salut Henri. Donc, sur les outils qu'on utilise, c'est assez simple. Je suis pas trop... Enfin, même si j'adore les outils... Ouais. À chaque fois, tu me parles d'un nouvel outil différent. Oui, c'est vrai. Donc, je peux pas te dire... J'allais te dire que c'est pas l'outil qui fait... C'est pas la raquette qui fait le joueur de tennis. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien tester différentes raquettes et j'en teste toujours des outils. Et on reste quand même assez basique sur l'organisation. Donc nous, on a développé, j'allais dire, notre propre outil de gestion de projet. En gros, c'est une plateforme où le client peut retrouver tous ses liens, que ce soit sur le script, le storyboard, nos voix off, l'animation, télécharger l'animation avec les sous-titres, les différents, j'allais dire, formats. Donc on a créé cette plateforme-là, très simple pour nos clients, pour leur donner accès dessus. Donc ça, c'est notre outil de développement perso. Et ensuite, les outils qu'on utilise, j'allais dire beaucoup la suite Google Suite. Et finalement, Teams, je pense, Microsoft Office fait un peu pareil. C'est des outils de collaboration qui sont assez simples. Mon constat, c'est de ne pas faire trop compliqué dans les outils. Il y a des fois où, genre, je te disais, ouais, Paul, tiens, je t'envoie un nouvel outil sur les storyboards, c'est trop bien, tu peux faire des animatiques, les clients peuvent faire des retours directs. Et en fait, c'est trop compliqué pour le client.
Ouais. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver l'outil qui est adapté à ta cible. Il y a des fois, on change. On va aller sur Microsoft Office parce que le client préfère travailler avec des Word et pas avec le Google, tu vois, partagé. Donc ça, c'est sympa quand il travaille avec nos outils, mais c'est pas toujours le... Bon, après ça, tu peux exporter en document Microsoft. Ouais, exactement. Donc après, tu as des outils. Sur les plannings, on travaille avec Instagant, Ok. que tu as déjà vu des plannings Ouais. chez nous, en fait, qui permet de dire au client à quel moment on va avoir besoin de ses retours Ouais, c'est pas mal. à tel instant. Donc ça, c'est hyper important, j'allais dire, en termes d'organisation. Et ensuite, on va avoir c'est des petits outils. Moi, j'utilise personnellement Todoist à fond pour gérer toutes mes tâches avec la méthode de, j'allais dire, Getting Things Done. C'est quoi ça, cette méthode-là? Ah, je vous mettrai le livre. Paul vous mettra le livre en lien. Ouais. Mais en gros, c'est un système d'organisation qui t'assure de rien oublier dans tes tâches quotidiennes. Après, on va utiliser la suite qui va être, j'allais dire, Wistia. Wistia, c'est ce qui permet de faire des hébergements de vidéos pro. Ouais. Ou également Frame.io, où là, tu peux mettre tes retours de clients. Ouais, maintenant, en plus, c'est lié avec Adobe, tout ça. Donc, Ouais. on peut directement exporter d'After Effects pour mettre sur frame.io. Exactement. Et je crois que Dropbox vient de sortir également une bêta. Oui, il me semble aussi, ouais. Tu l'as vu aussi? Ouais. Sur les retours de vidéos directement des clients sur ton fichier, à la seconde près, avec des petits outils pour marquer où c'est le détail que tu veux. T'es plutôt Google Drive ou Dropbox? Google Drive, en fait, gestion client, et Dropbox, gestion de la production, puisque c'est plus simple pour les fichiers lourds. Dropbox, ça bug moins, je trouve que... Ok. Google Pourquoi tu fais pas les deux en même temps? Je fais les Enfin, deux. pourquoi tu choisis pas qu'un seul sur les deux? Parce que en gros, le Google Drive, il est pour les chefs de projet. Ok. Et mon Dropbox, il est pour la production. C'est pour, Et la en prod. gros, j'ai séparé les deux départements. S'il y a une bêtise de fait sur Google Drive, tu je sais. sais qui aller voir. Et sur Dropbox, on sait qui aller voir. Et donc, Ok. en gros, vraiment, je préférais dissocier les deux. Ouais. La production, c'est tellement important. Si quelqu'un fait un delay sur un Ouais. fichier et que tu sais, tu ouvres un fichier After et qu'il y a écrit 184 fichiers manquants, Ouais. et ben en fait, Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Et donc, tu sais, les personnes qui y ont accès dessus. Donc, Ouais. je préfère vraiment limiter à fond, Ok. quitte à être un peu chiant dans l'organisation. Mais au moins, c'est sécurisé partout. Il y a des. Voilà. Il y a Ah ouais, des- ça peut se comprendre. Ok. Et c'est quoi les outils que tu utilises pour créer? Enfin, que ton équipe utilise pour créer, du coup? C'est Ça- Adobe? Ça va être essentiellement la suite Adobe. Après, je n'irai pas Photoshop, trop Illustrator? trop After loin Effects. dans les détails. Mais c'est vrai qu'essentiellement la suite Adobe, c'est quelque chose qu'on utilise à fond avec nos équipes. Après, je sais que chacun a ses petits outils dessus. Ça, ils sont assez libres, j'allais dire, d'utiliser leurs propres outils si ça fonctionne plus vite. Moi, mon seul truc, c'est de se dire, OK, tout doit toujours être en ligne. C'est-à-dire, toujours à la fin de ta journée, tu dois mettre en ligne. Et deux, si t'arrive quelque chose, il y a une météorite qui tombe sur ta maison ou un truc comme ça, et là, je serais désolé pour la personne. Mais en gros, s'assurer que quelqu'un d'autre peut reprendre le projet après. Ouais, tant que tu as ton fichier, tu es content. Exactement. C'est pour ça que dès qu'on travaille avec des prestats en externe, on demande toujours les fichiers sources pour se dire, écoute, tu es en vacances, je veux pas te déranger pendant tes vacances, je reprends ton fichier, tac, tac, je fais la modification que le client souhaite et il a son résultat à temps. Ok, très bien. Après, j'avais une question de Martin, même j'en avais deux. Et c'était, est-ce que toutes vos créations sont réalisées en interne? Je pense qu'il parle plus au niveau des illustrations. Ou est-ce que parfois ça vous arrive pour des projets d'aller chercher des images de stock, etc. Ouais. Alors chez Topo Vidéo, j'allais dire 95%, peut-être 98% des réalisations sont réalisées à chaque fois sur mesure. Donc sur ça, on a un illustrateur. Exactement, qui peut faire justement tout ce qui est illustration, graphisme pour le motion design. Ça, c'est super sympa. Et j'allais dire, sinon, on travaille aussi avec beaucoup de freelance. Et là, c'est assez intéressant. C'est pour le style. C'est que directement, en échangeant avec le client, on va savoir ce qu'il souhaite comme style. Et donc, on va aller chercher le freelance l'artiste qui va correspondre dessus et qui va correspondre au style souhaité. Et donc, ça, c'est assez intéressant d'avoir quand même un panel de personnes avec qui tu peux travailler. Mais voilà, on n'est pas trop fan des banques d'images. On le fait quand le client, par exemple, il a déjà sa charte graphique et qu'il utilise vous allez déjà. piocher dedans. On va piocher dedans, mais sinon, généralement, tout est sur mesure.
Ok. Et après, c'était l'autre question, mais on y a un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est quoi votre délai moyen pour un projet, entre le brief et la livraison? Alors, sur un projet qu'on va prendre de A à Z, c'est-à-dire de la rédaction du script, storyboard, le clean, des illustrations, la voix off, animation, accompagnement à la diffusion, il faut compter 6-8 semaines. 6-8 semaines à peu près pour un projet. Ouais. Maintenant, en fait, ces délais-là, ils bougent beaucoup en fonction... C'est pour une vidéo de combien de temps, par exemple? 1 minute 30, 2 minutes en motion design. Ces délais-là vont beaucoup bouger en fonction de savoir si c'est un client qui est récurrent et du coup, le style, tu le connais déjà. Ouais. Et le fait d'avoir des validations en interne de la part du client ou pas. Et des fois... quand on travaille dans la santé ou dans les banques, les validations peuvent être assez longues. Ouais. Donc, si tu annonces 6-8 semaines au client et que finalement, tu vois qu'il y a des validations qui ne vont pas prendre 48 heures, mais 1 semaine de son côté, et ben là, ton projet, il est beaucoup plus long. Donc, on essaye dès le début de se dire, OK, comment ça se passe les validations, vous, en interne? Il n'y a qu'une personne, c'est cool pour les validations. S'il y en a plusieurs, tu sais que ça va prendre plus longtemps. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des projets qu'on a refusés en termes de planning. Ah ouais? Parce qu'on leur a dit, mais c'est pas possible de l'accepter et de dire on va vous livrer en 10 jours une vidéo alors que vous avez des validations en interne à donner. Okay. Et on a bien fait, parce que sinon, un projet accepté avec des délais qui sont pas réalisables, c'est trop de stress. Trop court, c'est pas possible. Quoi. Trop de stress pour toute l'agence. Ouais, ça peut se comprendre. Ouais, moi, une fois, j'ai eu un cas, c'était... il y avait toute une équipe qui avait déjà validé le projet, et à la fin, il le montre au boss final. Et le boss final, il fait, mais c'est pas du tout ça que je voulais voir. Du coup, j'avais déjà fini la vidéo, tout ça, et on me dit, faut tout recommencer. Là. Donc là, après, en 10 jours. Un peu deg. Ouais, c'est ça, même pas. En 5 jours, puisque là-bas, c'était 10. Non, ouais, même pas. Du coup, parfois, les process, faut bien les régler dès le début. Quoi. Ouais. Ok, c'était tout pour les questions des auditeurs. Ça marche. Merci très bien. Et en interne, comment ça se passe? À quel moment t'inclus tes personnes internes, enfin surtout dans la partie créa? Eux, ils arrivent au moment du brief. Est-ce que parfois ils peuvent donner leur avis sur comment ça va se passer pour telle vidéo, où je verrais bien ce style graphique ou ces animations-là? Ou est-ce que c'est directement le chef de projet ou le commercial? Ou est-ce que c'est le client qui vient avec déjà un style défini en tête? Là, une réponse un peu, j'allais dire, vague. Chaque projet est différent. Donc, du coup, ça a vraiment... Voilà, j'allais dire les différences de réponse, c'est quand tu as des clients récurrents, généralement, ils connaissent le style ou sinon, ils te disent, cherche-moi un nouveau style. Et dans ce cas-là, tu vas travailler avec tes équipes en interne pour essayer de travailler sur un nouveau style où tu vas avoir une réalisation en tête et que tu vas lui envoyer pour lui dire, est-ce que ça, t'aimes bien? Et il va te répondre oui, non. Si c'est un nouveau client... les demandes peuvent venir directement par des consultations. Donc, consultation, ça veut dire plusieurs agences où il y a une compétition. Et dans ce cas-là, oui, il faut travailler avec tes équipes en interne pour se dire, OK, je vais faire des propositions de style. Et d'où l'avantage d'avoir des personnes en interne. Ou si jamais tu fais travailler des freelances, j'encourage les agences, je sais qu'elles ne le font pas toutes, mais à payer le test que tu fais effectuer par le freelance. Ouais, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, je crois. Voilà. Mais bon, je trouve que si tu passes 1 jour ou 2 jours dessus, il faut quand même être... Vous pouvez le mettre en commentaire s'il y a beaucoup d'agences qui vous ont payé pour juste faire des tests. Ouais. Et si vous trouvez que ma remarque est bien, mettez un pouce bleu sur... je ne sais même plus s'il y a des pouces bleus. Si, il y en a encore. Okay. Mettez-en plein. S'il faut payer les freelances lorsqu'on leur fait faire des tests sur les consultations. Gros pouce bleu. Et donc, sur ça, en gros, on va travailler en équipe sur les consultations. Ouais. D'ailleurs, les consultations qui ne sont pas rémunérées, je crois que c'est un débat un peu partout sur ça, sur le fait qu'on va passer du temps. C'était ton ancien podcast avec Nicolas ? Peut-être, oui, on en a parlé rapidement avec Nicolas Ferry. Que j'avais regardé et qui justement soulignait ça, que ça devrait être rémunéré parce que tu te creuses la tête, tu passes quand même pas mal de temps et finalement, si t'es pas accepté alors que tu as passé beaucoup de temps à faire des inspirations pour le client. Donc voilà là où on peut travailler, mais sinon j'allais dire sur des réalisations où le client vient et se dit écoutez, j'ai vu cette vidéo, c'est vraiment ce style-là qui me correspond, où j'ai déjà réalisé des vidéos, c'est ça qu'il me faut. Dans ce cas-là, ça part directement du commercial, gestion de projet. Le chef de projet, il sait que ça va être telle personne qui va travailler dessus parce que c'est lui qui a réalisé le style de vidéo. Donc, on a quand même une grosse partie chez Topo Vidéo où les clients savent déjà ce qu'ils veulent en termes de rendu.
Mais j'allais dire, il y a quand même une partie aussi où il y a de la création à faire. Mais tu vas pouvoir proposer un style graphique, leur envoyer peut-être des références, etc. quoi. Exactement. Et ça, c'est le côté commercial, c'est d'essayer de cadrer au maximum avant d'envoyer. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est sur certains projets, tu vas dire le client veut absolument ce style-là et c'est lié à un freelance type. C'est de savoir si ce freelance-là, il est disponible, si cet artiste est disponible là pour faire le projet. S'il ne l'est pas et que que le client signe le devis et qu'il ne peut pas réaliser, et ben là, c'est un peu compliqué. C'est compliqué de lui dire mais non, c'est à peu près pareil. Non, ça ne fonctionne pas. Et des fois, il y a vraiment une patte qui est trop forte pour le filer à quelqu'un d'autre. Ok. Et moi, j'avais une question là, qui m'est venue là. C'est est-ce que au début, Topo Vidéo, c'était le tableau blanc, là, comme ça. Est-ce que depuis, Topo Vidéo a une patte à lui maintenant? Une patte. Une patte. Je dirais que, pour être honnête, on est assez flexible dessus. Donc, je dirais pas, ah oui, ça c'est Topo Vidéo, c'est la main qui dessine. Ça serait plutôt faux dessus. Sur la patte, ça va être plus le côté, lorsqu'on fait des vidéos explicatives, qui est notre cœur de métier quand même, c'est le côté storytelling. Donc, sur la rédaction, on a toujours un côté où on va écrire pour le storytelling. Souvent, tu as le contexte, un petit problème qu'il n'arrive pas à résoudre, un problème si on veut, tu annonces la solution, tu donnes l'explication de la solution, bénéfice, et puis ce qu'on appelle le call to action, donc à la fin l'action est effectuée. Cette patte-là, oui, c'est celle du topo pour essayer de simplifier le script, le message. Donc ça, c'est hyper intéressant, j'allais dire. Mais sur le format vidéo, je pourrais pas te dire, ah oui, nous, c'est toutes les vidéos avec tel et tel personnage. Si on travaille avec tellement d'artistes différents, ou même en interne, on est capable de faire tellement de styles différents qu'il n'y a pas la patte propre topo. Ouais, parce que je vois, il y a des boîtes, je sais pas si tu connais Illo, c'est une boîte de motion en Italie. Eux, ils ont, quand tu vois un post, une vidéo d'autres, tu sais que c'est eux, parce que je sais pas, ils ont ces couleurs-là qu'ils utilisent, ou ces formes-là à chaque fois qu'ils reviennent. Et du coup, je sais pas si les clients viennent vers eux pour cette patte-là, ou pas. Ouais. Et le constat que moi j'avais fait, c'est donc sur la vidéo dessinée, c'est qu'au bout d'un moment, si tu as trop aussi ta patte, donc c'est sympa et tout, franchement tu obtiens plein de clients avec ta propre patte dessus si les gens trouvent ça cool, mais au bout d'un moment, la récurrence se fait plus parce que les clients ils l'ont déjà fait. Tu vois, ils ont dit nous on l'a déjà fait, on a déjà travaillé avec cet artiste, c'est bon, on va pas le refaire dessus. Donc c'est aussi pour ça qu'on se diversifie à fond. Ça marche. Et selon toi, pour ceux qui sont peut-être dans le choix entre freelance et je me relance dans une boîte, c'est quoi les avantages d'être en interne, à part les tickets resto? Ticket resto et puis le forfait mobilité qui vient de sortir avec l'État. Et les avantages, on va dire, en tant d'aller dans une boîte plutôt que d'être freelance. J'allais dire, c'est surtout le côté, pour moi, dans ma boîte, je trouve que c'est le côté équipe. C'est que tu ne travailles pas seul chez toi, si on veut. Mais il y a des coworking, on en a parlé aussi juste avant le podcast. Mais voilà, le coworking, ça peut être sympa aussi, ça peut être une solution. Mais j'ai eu pas mal de candidatures de gens qui étaient freelance et qui disent non, mais moi, je préférais rejoindre une équipe dessus. Donc ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est que tu as un planning. Si tu travailles de 9h à 18h, tu fais de 9h à 18h et c'est pas mal. Quand tu pars en vacances, tu regardes tes mails, tu t'en fous un peu si on veut, parce que c'est géré par l'équipe qui est derrière. Si l'agence est bien organisée, voilà. Et après, ça va être le côté, j'allais dire, chacun son métier. C'est vrai que quand tu es freelance, tu es commercial, chef de projet, tu as la casquette administrative. Et en plus, il faut que tu fasses ton métier à toi de créa. Donc, tu as un côté qui est, j'allais dire, satisfaisant à te dire, OK, moi, je viens et je fais que du dessin toute la journée parce que c'est ça qui me plaît. Donc, voilà. Après, j'allais dire, les choses qui sont moins bien, ça va être peut-être la rémunération entre un free et quelqu'un en interne, puisque c'est sûr que quand moi je donne un salaire, j'en donne aussi une bonne partie en charge en plus à l'État. Donc c'est vrai que free, tu peux gagner aussi beaucoup et tu as ce sentiment d'indépendance qui est plutôt pas mal. Et tu as également, j'allais dire, le fait de dire je veux travailler pour telle et telle mission. Parce que ça m'intéresse. Et s'il y a quelqu'un, une agence où tu te dis non, eux ils sont pas réglo, et tu peux switcher et avoir un autre client et c'est pas grave.
Ouais. Tandis que salarié, c'est un peu plus compliqué. Voilà, la phase, tu peux la quitter et il y a des process à suivre. Ok, bon, c'est bien. Moi, tu me donnes des points dans les deux cas, quoi. Les deux, franchement, j'ai des personnes qui sont passées chez Topo, qui sont en freelance, Ouais. mais c'est plus, j'allais dire, c'est une question de style de vie. Ouais. Quand tu es ça. freelance, je pense que toi tu le sais, c'est que tu réfléchis beaucoup, j'allais dire, sur ton travail, et tu sais que tu as toute la responsabilité du travail sur toi dessus. Et quand tu pars en vacances, tu as tes mails et ton PC. Alors certains pourront peut-être couper. Le truc qu'il faut faire, c'est essayer d'organiser ou de dire directement à son client je ne serai pas disponible de temps à temps. Et comme ça, les bases sont données. Mais c'est vrai que voilà, il y a une responsabilité qui est plus grande que quand tu es salarié. C'est sûr, ouais. C'est un peu ce que tu me disais, toi, au début. Tu voulais pas que je me mette en freelance directement. Tu voulais que je passe par des boîtes. Et du coup, je pense que non, en vrai, ça m'a aidé. Je pense à voir un peu comment ça se passait, comment gérer un projet, etc. Même si derrière, quand on est créa dans une boîte, on va jamais aller les mains dans les devis, les conditions de vente, etc. Ouais. Mais au moins, tu as un process, tu sais comment ça se passait, tu sais au moins, plus ou moins parler à un client. Ouais. Et puis voilà, quoi. Ça peut être utile pour quelqu'un au moins de passer par une boîte à un moment avant de se lancer en free tranquillement, quoi. Ouais, moi je recommande franchement de passer au moins par une boîte minimum, voire deux boîtes avant de se lancer en freelance, juste pour comprendre le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne et voilà, et avoir les codes, on va dire, du fonctionnement d'une entreprise. Pour bien pouvoir, après, quand on est freelance, se lancer. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'avais dit non, te lance pas dès que tu as 22, 23 ans. C'était un conseil et tu l'as suivi. Et franchement, je pense que tu es content d'avoir fait, enfin, tu viens de le dire. Ouais, et puis c'est comme tout à l'heure, tu disais, pour moi aussi, ça m'a fait des contacts parce que j'ai des gens qui sont bougés dans d'autres boîtes. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des contacts, pas que de la boîte où j'étais avant, mais qui sont partis à droite à gauche. Et du coup, ça m'a rapporté des projets après. Ouais. Donc c'est pas mal aussi pour faire un petit réseau, quoi. Voilà, on fera le prochain podcast Motion Meet sur Paul. Pour la 20e, on va l'interviewer. Alors. Non, mais ça me permet aussi de placer des trucs. Moi, mon expérience aussi, je sais pas si c'est intéressant. Mais voilà, je le place. Et pour toi, avoir quelqu'un en interne, un motion, un créa, un illustrateur en interne, qu'est-ce qu'il y a de différent avec un externe du coup? Alors tout peut être des débats, hein. Je vais dire des choses et les gens vont me dire ah mais non mais nous aussi. Je vais dire la réactivité. Alors bien sûr que quand tu es freelance tu peux être réactif dessus, sauf que si je demande à un freelance mais il est sur une autre mission et qu'il me répond pas tout de suite, normal, il fait sa mission, il s'est engagé auprès d'un client. Le fait d'avoir des gens en interne, c'est que tu peux vite, j'allais dire, remoduler le planning. Parce que tu as une priorité et tu dis ok, ça c'est important de le faire passer maintenant. Et donc c'est vrai que tu as un contrôle, si on veut, sur le planning par rapport à tes priorités internes ou de tes clients. Donc ça, c'est vraiment le plus d'avoir des gens en interne. Le deuxième, c'est aussi, même si je vais répondre après l'inverse, le deuxième, c'est aussi d'avoir un process d'organisation qui est connu de la part des personnes qui travaillent dans ta boîte, des collaborateurs. Et au moins, on travaille beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas besoin d'apprendre à se connaître. La confiance, elle est là. Donc, avec les free aussi, mais la confiance, elle est là. Et l'organisation, puisque c'est aussi important, la sécurité informatique. Voilà, je vais pas aller trop loin dessus, mais la sécurité informatique, c'est ultra important. Donc, il faut que ton process il soit quand même fermé à ton entreprise quand tu travailles sur des projets un peu confidentiels avec des gros clients. Donc, dans ce cas-là, c'est important d'avoir les gens en interne. Ok. Et du coup, même une question pour les free. C'est quoi l'avantage pour une agence comme Topo Vidéo de travailler avec des free, d'avoir des free à côté, même si on a beaucoup parlé là pendant le podcast, mais peut-être qu'il y a des choses à dire en plus. Ouais, tout à fait. Alors, nous, enfin, depuis le début, moi, j'ai travaillé avec des free chez Topo Vidéo. Au début, j'étais tout seul et je travaillais qu'avec des free. Et au fur et à mesure que l'agence a eu des nouveaux clients, j'ai intégré parce que le chiffre d'affaires me permettait d'employer des personnes en interne. Maintenant, comme j'ai dit un peu avant, il y a des hausses et des baisses. Et du coup, il faut qu'on contribue les hausses avec la recherche de prestats en externe. Et ça va être le plus pour nous d'avoir des partenaires. Ta question, c'était pourquoi les free ont un intérêt à travailler avec des agences? Non, c'est pourquoi toi, tu as un intérêt à travailler avec les free. Ah, ok, d'accord. Donc ça sera après. d'accord. Voilà.
Et donc, du coup, moi, mon intérêt, c'est de se dire, sur ces hausses, j'ai toujours quelqu'un qui peut être disponible à ce moment-là. Si jamais, en plus, la personne se dit, OK, moi, en ce moment, j'ai envie d'accepter un peu plus de projets, il peut prendre nos projets. Ouais. Et puis, surtout, sur le côté style, créa, c'est que j'ai pas une seule personne, j'allais dire, en interne qui pourrait être liée à quelques styles, mais j'ai tout un panel de personnes qui peuvent répondre au style des clients que les clients souhaitent. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Donc, tu n'es plus limité. C'est pour ça, peut-être qu'on n'a pas notre patte finalement graphique. C'est parce qu'on va chercher, on va dire, un panel assez large de styles. Et c'est plutôt sympa, j'allais dire, en gestion. Et nous, ça fait 7-8 ans qu'on a les mêmes free avec qui on travaille. Et franchement, c'est plutôt agréable. Et c'est pour ça que même en externe, finalement, les personnes sont pour moi un peu dans la boîte indirectement. Ils sont dans l'équipe. Attention, on ne les fait pas travailler à 100% pour Topo, hein, je le dis tout de suite. Mais en gros, ils sont un peu dans l'équipe où on essaye de leur donner les mêmes process qu'on a en interne, c'est-à-dire comment on organise nos fichiers, comment on organise nos dossiers. L'objectif pour moi, c'est de toujours faire en sorte qu'on ait la même organisation en interne comme en externe quand on fait de l'animation. Ouais. En fait, tu as ton équipe interne et tu as ton équipe un peu plus agrandie. Exactement. Tu as tes titulaires et tes remplaçants, quoi, c'est ça. Exactement, mais c'est des remplaçants qui sont plutôt en prêt parce que... C'est des doublons, quoi. Ouais, ils ne sont pas non plus salariés, ils viennent de temps en temps pour renforcer l'équipe. Mais ouais, c'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est hyper intéressant. Ce réseau de free, il est hyper important. Ouais. Et j'ai dû en tester pas mal, enfin j'ai travaillé avec pas mal de free et c'est vrai que là aujourd'hui le socle qu'on a c'est vraiment top. C'est confortable quoi. C'est confortable, on a confiance, ils savent que voilà ils sont savent payés, comment ça se passe. Payés rapidement, donc c'est des choses qui sont importantes, cette relation de confiance. D'être payé rapidement aussi, c'est important. Payé rapidement aussi. Mettez un pouce bleu si vous considérez ça important. Du coup, ça va faire beaucoup de pouces bleus. Et à l'inverse, du coup, c'est quoi les avantages pour un free de travailler avec une boîte, avec une agence comme Topo ? Ils sont payés... Non, je reviens, mais c'est vrai que ça va dépendre des agences. Ouais. Mais le confort pour un free de travailler avec des agences, c'est de manière récurrente, on va dire. C'est la récurrence des projets. C'est que... Stabilité, quoi. Stabilité si on veut. Après, comme j'ai dit, moi, il y a des fois, avec des personnes, je vais travailler sur un projet one-shot et puis ça va être une fois tous les 6 mois et d'autres où je vais travailler tous les mois avec ou tous les trimestres avec. Mais en gros, ça permet de créer une récurrence quand même qui est intéressante. Surtout quand on se lance, on a besoin de récurrence en tant que free, je pense, pour avoir ce confort financier et puis se dire comment je vais faire, il faut que je cherche des clients. Ça va avoir la peur et la boule au ventre à la fin du mois. Exactement. Et manger des pâtes. Ou du riz. Exactement. Et donc, du coup, c'est ça, c'est le côté récurrence. C'est intéressant pour moi, je trouve, de travailler avec des agences. L'autre, c'est le confort. Donc, tout à l'heure, je disais, être salarié, c'est pas mal chez Topo parce qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce qui est administratif, commercial, gestion de projet. Travailler avec une agence comme Topo pour un free, en fait, nous, on fait tout ce qui est commercial, gestion de projet. Et quand on a l'habitude de travailler avec ce free, les négociations de tarifs, enfin, les prix qui sont donnés, il y a plus trop de discussions si on veut, c'est plutôt on a fait des projets ensemble, on l'avait devisé comme ça, est-ce que ça t'allait, est-ce que tu t'es retrouvé sur le temps que tu as passé. L'objectif pour nous, c'est pas que le free ne vive pas à la fin du mois ou soit pas content des projets. L'objectif, c'est qu'on soit gagnant-gagnant. Et si jamais on s'est trompé un jour sur un devis, le prochain, il sera réajusté et on a conscience que ça prend plus de temps. Ça peut être des choses comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est le côté... pour le free, l'agence va gérer toutes les problématiques qui sont liées au commercial. Il y a un problème commercial, la vidéo devait durer 1 minute, elle dure 2 minutes, donc c'est le commercial qui gère. Et voilà, et sur la gestion de projet, le client demande des retours alors que ces retours sont injustifiés ou énormes. Donc par rapport, faut tout refaire. Le chef de projet va gérer ça, va essayer de mieux comprendre, va passer le temps à faire des entretiens avec le client pour comprendre exactement ce qu'il veut. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu ce côté tampon que va avoir l'agence vis-à-vis d'un client final. Ouais. Qui est pas mal. Et donc, le free peut se sentir en sécurité avec l'agence. C'est un bouclier, quoi, entre guillemets. Exactement. Okay. Donc, voilà un peu
j'allais dire, les intérêts du free de travailler avec une agence comme Topo Vidéo ou d'autres qui ont des valeurs voilà, qui est un peu pareil, quoi. Exactement. Bien sûr, c'est pas non plus faire la pub de Topo Vidéo. Non, c'est pas... Non. Mais je préfère dire que... Enfin, je préfère pas dire qu'on est dans un monde de bisounours et que j'espère que la majorité sont comme ça. Ouais. C'est sûr, on espère tous. Mais malheureusement, non. Parfois, j'ai travaillé avec d'autres boîtes où c'était un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, ça arrive, ça forge. On apprend de ses erreurs, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Du coup, très bien, là, on va passer un peu sur les questions de fin. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, toi, dont on n'a pas évoqué le sujet, ou si c'est bon pour toi. Non, pour moi, écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses. On a dit pas mal de choses, ouais. Très bien. C'est quoi un peu tes inspirations, à part tes centaines de livres de business, tout ça? C'est vrai. Non, sur les inspirations, moi j'aime toujours, j'allais dire, tout ce qui est côté marketing. Donc, il y a Seth Godin, qui est un écrivain et aussi conférencier américain, qui écrit pas mal de livres sur tout ce qui est expérience client, positionnement de marque, toute la stratégie marketing. Et pour moi, c'est un auteur qui est clé, j'allais dire, dans mes inspirations. Donc, j'allais dire, là, c'est très inspiration business. Après, c'est vrai que l'inspiration business, on peut la retrouver un peu partout. Hein. Tu vas t'acheter un sandwich, tu pars en vacances. En fait, tu regardes tout sur le service client. Et moi, ça va être ce côté-là que je développe chez Topo Vidéo pour s'assurer que le client, il a le meilleur résultat, la meilleure expérience à la fin. Donc, moi, j'aime vivre des belles expériences ou des bonnes expériences clients. Donc, c'est pareil, c'est tous les jours, tu regardes. Mais comme, je pense, un artiste, un motion designer, je crois qu'il y avait aussi un podcast dessus, sur la créativité. Mais voilà, il faut être ouvert un peu tous les jours et se balader. Et chaque fois que tu vis quelque chose, tu essayes de le rapporter. Ouais, t'engranges. Tout ce que tu fais, ça t'apporte quelque chose, quoi. Demain, tu fais rien, t'es dans ton canapé. Ça peut t'apporter quelque chose, t'as réfléchi, ça t'a peut-être libéré d'un poids un petit peu. Et puis voilà. Ouais, exactement. Et après, t'as le côté plus créa. Où moi j'ai dit que j'étais pas technique, mais j'apprécie certaines choses. Et là, il y a des jolies boîtes aux États-Unis comme Epifeo ou Sandwich Vidéo, que je vous invite à regarder. En France aussi, on a des belles boîtes. Après, je les connais pas toutes dessus. Je sais que le côté agence motion design a explosé durant les 5-7 dernières années. Je le vois, puisqu'au début, on était beaucoup moins, mais là, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais voilà, il y a des boîtes comme Black Mill qui font des super réalisations, Parallel Studio, Adesias. Voilà, il y a plein de boîtes. Et sur ça, j'allais dire, voilà, faut pas être timide. En France, on a vraiment des belles entreprises qui peuvent faire des beaux projets. Donc, pour pas que citer les boîtes américaines. Ok, ça marche. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Est-ce que tu as un message pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent monter aussi leur boîte de motion design? Tout à fait, ouais. Après, le message que je pourrais avoir, c'est que j'allais dire, c'est un peu comme des fois le foot, si on veut, mais c'est que on n'est pas. Pour moi, je trouve qu'il y a des superbes équipes. C'est vrai qu'il y a 7 ans, même 7 ans, ou même 10 ans, quand j'ai lancé ma boîte Topo Vidéo, il n'y avait pas non plus 1000 entreprises qui étaient dans le même positionnement. Et en gros, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de boîtes qui font des vidéos explicatives ou qui font du motion design ou qui peuvent faire tout type de vidéos en motion design et en animation qu'on peut rejoindre. Et je trouve ça très bien et c'est pour ça que je dis oui, c'est vrai qu'il y a un moment une mode d'entreprendre, de lancer sa boîte. Et même à la limite, si tu n'as pas lancé ta boîte, t'as pas réussi ou autre. Réussi, alors que pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant de rejoindre des belles équipes. Le tout, c'est de trouver la bonne équipe qui correspond, pareil, au style de vie que tu veux, à tes besoins et à tes valeurs. Tu vois, donc, pour moi, entreprendre ou se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas une obligation. Surtout quand on est créa, on peut être free également. Donc, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat, être free aussi. Oui, également. Voilà. Mais ouais, je sais que moi j'ai des amis qui veulent pas du tout aller en free parce qu'ils sont bien dans une équipe justement. Et c'est ça qu'ils veulent en fait, c'est être avec des gens, pouvoir échanger, etc. et apporter quelque chose à la boîte et la faire grandir avec, quoi. Donc c'est aussi ça qui est bien. Il y a deux esprits différents. Moi je sais que j'étais pas du tout comme ça, donc c'est pour ça que je me suis cassé des boîtes. Désolé. Mais voilà. Et par contre, parce que sinon on va dire c'est un entrepreneur qui dit de pas entreprendre. Mais attention, entreprendre vraiment c'est une top aventure.
faut avoir l'énergie de le faire. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'étais content de l'avoir fait à 24, 25 ans avec rien. J'allais dire juste un sac, Pas de pour stress, entreprendre. Aucun stress. Du coup, c'était trop bien, j'étais émerveillé. J'allais voir partout et j'avais pas trop de peur pour me lancer. Et donc, je conseille, moi, mon conseil, ça serait d'entreprendre tôt, d'avoir 1 ou 2 expériences dans des boîtes et après entreprendre tôt. Et voilà, de ne pas hésiter aussi, c'est une très belle aventure à vivre. Donc, si on a la motivation et l'énergie et qu'on a envie de travailler vraiment à fond, parce que c'est ça aussi le truc, et il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça, quand tu commences à entreprendre, parfois tu as les premières années où c'est un peu compliqué. Et faire la différence entre vie perso et vie pro, ça peut être même se mélanger tout maintenant, ça. parfois c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est un truc aussi qu'il faut en avoir conscience. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais avoir qu'est-ce que tu aimerais voir dans un prochain Motion Meet? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir? Alors, pour avoir regardé la plupart des Motion Meet et d'avoir mis des pouces dessus et des partages aussi, et en gros, je pense que ça serait intéressant d'avoir un studio son. Un studio son, Quelqu'un qui fait du son, je parle studio son ou freelance son, quelqu'un qui fait du son sur le motion design, parce que c'est vrai que c'est une partie qui est importante des vidéos. Nous, j'aimerais aller beaucoup plus loin dessus. C'est un de mes projets où je me dis à chaque fois, j'aimerais bien aller dessus. C'est vrai que ça arrive sur une étape, en plus c'est la fin des projets, et on se dit, c'est le son. Et du coup, on a cette deadline, donc on a peu de temps dessus. Mais voilà, avoir quelqu'un sur le son qui échange sur ses techniques et tout, ça pourrait être hyper intéressant. Non, le son, c'est ultra important dans une vidéo, c'est 50%, quoi. Exactement. C'est ça. Non, mais en vrai, ça peut te faire passer d'une vidéo bien à une vidéo parfaite, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et si jamais il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui veut participer et qui fait du son, contactez-moi ou mettez en commentaire directement si vous faites du son et que vous voulez participer. Let's go, quoi. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Arthur? Écoute, plein de projets, plein de beaux projets en équipe, et que tout continue de rouler comme ça pour la vidéo, pour tout le monde. Donc, j'allais dire, des beaux projets en équipe, et puis voilà, je serai très heureux comme ça. Top. Merci Arthur en tout cas d'avoir partagé un peu tous ces tips avec nous et avoir répondu à toutes ces questions-là. Je voulais aussi remercier Charles qui a filmé ce podcast. Si vous nous regardez sur YouTube ou sur Spotify, maintenant on peut voir les podcasts. Et puis aussi à Camille qui va faire le montage de cette vidéo. Voilà. Merci encore Arthur. Et puis, merci à tout le monde et puis longue vie à Motion Meet. Allez, ciao. Ciao. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire.